bienvenue sur Mandarin TV. Comme vous le savez, les échanges culturels entre la France et la Chine se sont multipliés depuis quelques années grâce notamment à des romanciers et des producteurs de films français et chinois. François Boucher est l'un d'entre eux. Il a publié plusieurs romans dont Le Cheval Céleste, Immortel et Panier de Crabe, Vendu soit le Seigneur du Ciel. Parmi ces films, on peut citer notamment La Colonie Fantôme. C'est donc un romancier et producteur de films que je reçois aujourd'hui. François Boucher, bonjour. Bonjour Madame Chen. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. C'est réciproque. Eh bien, commençons tout de suite par parler de votre film, La Colonie Fantôme. C'est quoi l'histoire? Alors, c'est un documentaire historique qui a pour cadre le territoire de Guangzhouwan, la baie de Canton, qui est aujourd'hui la ville de Zhanjiang, territoire qui a été français entre 1898 et 1945. La France en est emparée par la force, je dois dire, ce qui n'est pas très glorieux pour nous, et donc l'a occupé jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'idée d'en faire un port franc, un peu à l'image de Hong Kong, projet qui a très vite dévié vers autre chose parce que sans doute ce territoire n'était pas suffisamment bien placé géographiquement pour accueillir beaucoup de commerce. La France donc l'a développé d'une autre façon, d'autres façons au pluriel, notamment, là aussi c'est pas très glorieux pour l'histoire de la France, en y installant des bouilleries d'opium et des fumeries d'opium, en développant le jeu aussi, les casinos comme à Macao. Voilà donc l'histoire un peu de ce territoire qui est relatée dans mon documentaire. Et ce territoire chinois est devenu une colonie française, si j'ai bien compris. Oui, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'a conquis par la force, c'est la marine française qui s'en est emparée. C'était juste après la seconde guerre de l'opium, non? Exactement, ça a été en 1898 qu'on a conquis ce territoire. C'est une époque où effectivement toutes les puissances étrangères occidentales voulaient s'emparer de morceaux de Chine. Les Anglais avaient déjà Hong Kong, les Japonais avaient pris Taïwan, les Russes étaient dans le nord du côté de Dalian, les Allemands avaient le Shandong, et les Français voulaient aussi leur part du gâteau, je dois dire. Et il y a eu cette opportunité, si je puis dire, de conquérir Guangzhouwan, opportunité que les Français ont saisie, parce qu'en fait, ils connaissaient déjà le territoire. Ils le connaissaient depuis très longtemps, depuis Louis XIV, parce que c'est l'Amphitrite, le premier navire français qui est arrivé à Canton fin du XVIIe siècle, en 1698, qui au cours d'un second voyage en 1701 a connu des ennuis en mer, près de Macao, une tempête, le navire démate et est obligé de s'abriter pour faire des réparations. Et en fait, l'endroit le plus proche pour s'abriter, c'était précisément Guangzhouwan, la baie de Canton. L'Amphitrite reste 6 mois en baie de Canton, à Guangzhouwan. L'équipage a le temps de faire des reconnaissances, des relevés topographiques, etc. Et donc ce territoire devient célèbre parmi les marins français. Oui, on y reviendra. D'accord. Alors pour l'instant, on se concentre sur votre... D'accord, oui, effectivement, je me suis un peu éloigné. Alors comment est venue l'idée de faire ce film? C'est un documentaire ou c'est une fiction? Alors, c'est un documentaire, mais alors c'est curieux, mais c'est un documentaire qui s'inspire d'une fiction, parce que j'ai d'abord commencé par écrire un roman qui se passe là-bas, à Guangzhouwan, qui s'appelle « De ma jungle affectueusement ». Alors, c'est un roman qui puise ses sources et son inspiration dans l'histoire du territoire, parce que c'est un territoire qui a connu un destin complètement romanesque. Les Français voulaient d'abord en faire si on commence par vraiment le tout début, une station d'approvisionnement en charbon pour la marine française, l'escadre française de l'Indochine. Donc, première finalité militaire.
la marine française voit que finalement c'est compliqué d'installer un port militaire là à cause de phénomènes de courant. Voilà, la marine de guerre voulait un port plus facile d'accès. Donc la marine dit j'en veux plus. Elle transmet le bébé, si je puis dire, au gouvernement général de l'Indochine civil. Donc le territoire est rattaché à notre colonie d'Indochine. Les Français étaient déjà en place au Vietnam, etc., au Cambodge, etc., Laos. Le gouvernement chinois de l'époque n'avait aucun droit de regard sur ce que faisaient les Français, alors. Eh bien, c'était dans la mesure où le gouvernement chinois, sous la contrainte, nous a cédé le territoire, les Français, oui, effectivement, avaient la maîtrise du destin de ce territoire et pouvaient en faire à peu près ce qu'ils en voulaient. Donc la seconde tentative civile, c'est de faire de Guangzhouan un port franc pour un peu imiter Hong Kong. Ce projet ne connaît pas non plus un très grand succès, en particulier parce que Guangzhouan n'était pas vraiment sur les routes commerciales les plus fréquentées de l'époque. C'était Paul Doumer, le gouverneur général de l'Indochine, qui avait ce projet, donc de faire un port franc, avec d'ailleurs l'idée aussi de créer un chemin de fer qui serait parti de Guangzhouan jusqu'en Chine. Mais ce projet ne connaît pas un franc succès parce que Guangzhouan est trop excentré par rapport aux routes commerciales les plus fréquentées à l'époque. Donc les Français se retrouvent un peu devant un dilemme, que faire de ce territoire ? Voilà, un peu ça, c'est un peu ça, c'est très étonnant, mais c'est un peu ça, on le conquiert, et puis finalement, au bout de très peu de temps, on se dit, qu'est-ce qu'on en fait ? On n'en a peut-être pas vraiment l'utilité. Finalement, Paul Doumer, qui est un monsieur très ingénieux, et aussi avec peut-être peu de scrupules, décide de le développer selon deux axes très peu glorieux finalement, surtout quand on regarde ça dans une perspective historique et avec nos yeux d'aujourd'hui. La première clé de développement de Guangzhouan, c'est l'opium. Les Français produisent déjà de l'opium en Indochine, mais ils se disent on va en importer aussi à Guangzhouan. Et ils font plus qu'en importer, ils créent carrément des bouilleries pour en fabriquer. Et la deuxième clé pour concourir au développement économique de Guangzhouan, c'est le jeu, les casinos, un peu sur le modèle de Macao, voilà. Et ces deux piliers de l'économie locale, voilà, et connaissent un franc succès, l'opium beaucoup. Et les casinos aussi ont très bien marché, voilà, et c'est en fait ce qui a assuré le développement du territoire, en tout cas, on va dire, jusqu'au début des années 30, où à partir de là, il y a une sorte de renouveau, avec notamment un afflux de réfugiés chinois, des gens très entreprenants, qui fuient les hostilités, qui fuient soit en Chine, on va dire, la situation est un peu chaotique, hein, il y a des guerres un peu intestines, voilà. Il y a aussi la menace japonaise qui commence à se préciser, et il y a beaucoup de gens qui viennent trouver refuge à Guangzhouan, qui trouvent que c'est finalement un territoire sûr, c'est vrai, stable, et qui montent des affaires, et là des affaires, on va dire, plus sérieuses, là, des gens qui montent des hôtels, des gens qui montent des usines de diverses choses, textiles, de pétards, enfin, voilà, diverses activités plus saines, on va dire, que l'opium et que le jeu. Et là, il y a vraiment un essor économique. Les banques aussi viennent s'installer, non seulement la Banque de l'Indochine, qui est la grande banque française en Asie, mais des banques chinoises viennent s'installer. Donc voilà, l'économie à partir des années 30 se développe sur des bases plus saines, on va dire. Un petit peu avant l'invasion japonaise. Voilà, exactement. Ouais. Voilà, tout à fait. C'est passé après. Alors, dans un premier temps, l'invasion japonaise de la Chine génère ce flux de personnalités. Finalement, c'est une chance. C'est difficile. Enfin, c'est curieux à dire, mais les hostilités avec le Japon sont presque une chance pour le territoire de Guangzhouan, parce que tous ces réfugiés sont des gens, encore une fois, pleins d'initiatives, pleins d'idées, avec aussi des capitaux, et donc contribuent au développement du territoire.
Quand la guerre éclate avec l'Allemagne, que la France perd très vite, les Français, c'est Vichy, les Français signent très vite un accord avec le Japon. Ce qu'on a appelé l'accord pour la défense commune de l'Indochine, qui est un accord en fait de collaboration, mais qui ne change pas le statut de Guangzhouwan. Donc les Français restent... C'était toujours une colonie française. Voilà, ça reste une colonie française. Les Français restent aux manettes, au pouvoir, à Guangzhouwan. Ouais. Et en fait, ce statut perdure jusqu'en 1943, année où laquelle les Japonais disent aux Français vous devez rendre Guangzhouwan aux Chinois, mais pas aux Chinois de Chiang Kai-shek ni aux Chinois de Mao Tse-tung, aux Chinois du gouvernement pro-japonais de Nankin. Donc là, les Français... Ça ne devait pas être le gouvernement de Mao Tse-tung, voilà, pro-japonais, donc c'est un gouvernement, on va dire, fantôme. Voilà, exactement, c'était le gouvernement. Exactement, exactement, ouais, voilà, c'est ça. Donc c'était vraiment à des fins peu, on va dire... peu recommandables. Et effectivement... de la part des Japonais, ouais. Une colonie de plus pour les Japonais. Exactement, parce qu'en fait, il y a une armée... Avant 1943, il y a un bureau militaire japonais, il y a quelques troupes japonaises qui stationnent, mais qui laissent les Français gérer le territoire. Mais effectivement, à partir de cette rétrocession au gouvernement pro-japonais de Nankin, il y a des vraies troupes japonaises qui débarquent, et les Français sont complètement chassés du terrain, enfin, sont mis en prison, tout bêtement. Et ils y restent jusqu'en 1945. En 1945, donc c'est Chiang Kai-shek qui reprend le pouvoir en Chine, les Japonais s'en vont, et les Français, c'est De Gaulle à ce moment-là, qui... alors, Chiang Kai-shek dit à De Gaulle, je vous rends le territoire, parce que vous ne l'avez pas rendu à la bonne Chine. La bonne Chine, c'est moi, c'est pas Nankin. Et De Gaulle lui rend presque aussitôt, voilà, et le territoire redevient chinois à ce moment-là. Alors, quelle est l'idée que vous voulez exprimer ? Au départ, c'est une idée très modeste, oui. C'est-à-dire que, voilà, en fait, j'avais donc d'abord écrit un roman. Voilà, j'avais d'abord écrit un roman. Et un roman qui prend appui sur le destin très romanesque de ce territoire, avec l'opium. Je n'avais pas vraiment besoin de faire travailler mon imagination. L'histoire avait travaillé pour moi. Là, ouais. Vous mettez un peu d'opium, les casinos, l'invasion japonaise, tout ça, ça fait un roman en soi. Voilà, donc j'avais écrit une histoire basée là-dessus. Vous l'avez écrit en France, oui, tout à fait, oui. En me documentant, oui, je suis allé aux archives, notamment de l'Outre-mer, Aix-en-Provence. Quel travail. Oui, c'était très agréable. J'ai appris beaucoup de choses. Ouais. Et quand le roman est sorti... C'était en quelle année ? Alors, c'était en 2014, de mémoire. Et donc, j'ai commencé à faire des présentations du roman dans des librairies, dans les alliances françaises en Chine, que sais-je encore, dans des lycées, comme ça. Et les gens, à chaque fois, me demandaient... Mais est-ce qu'il reste quelque chose de la présence française là-bas, des bâtiments, des gens qui parlent encore français, etc. Et c'est une idée de mon épouse, ça, toujours très bonne conseillère, me dit, mais tu devrais faire un petit film pour montrer justement les quelques bâtiments qui restent. Il y a une église, il y a la chambre de commerce franco-chinoise, il y a le bâtiment de l'administrateur général, le bâtiment aussi du gouvernement de l'époque français. Donc mon idée de départ était très modeste, c'était juste de montrer avec des images les quelques bâtiments qui restaient. Et en fait, j'ai commencé à filmer avec donc cette ambition très très minime, et j'ai eu la chance de rencontrer des gens tout à fait extraordinaires. Quand j'ai commencé à filmer, je connaissais déjà, parce que quand j'avais préparé mon roman, j'avais déjà fait des séjours sur place, j'avais déjà rencontré notamment un monsieur tout à fait extraordinaire qui s'appelle Lireux. Un témoin qui parle français, qui parlait français, parce que malheureusement il est mort il y a quelques temps, il y a un mois ou deux. Il parlait français parce qu'à l'époque, les Chinois qui résidaient dans cette colonie devaient parler français. Parce que lui est allé à l'école française. Ouais.
Il est allé à l'école française. Et si je peux raconter comment je l'ai rencontré. Mais justement, voilà, voilà, donc c'est au cours de mon premier séjour là-bas, j'arrive à la gare, parce qu'il y avait, j'étais parti de Canton, il y avait un train, enfin, il y a toujours, je crois, un train Canton-Zhanjiang. Et je me souviens très bien, j'arrive à la gare un matin, j'avais rien, même pas réservé d'hôtel et du tout. Je me dis en Chine, c'est toujours très facile, voilà, parti un peu à l'aventure. Voilà. Et je commence à marcher dans les rues autour de la gare et j'arrive progressivement vers le centre historique de ce qu'on appelait à l'époque Fort Bayard, donc qui était la capitale que les Français avaient construit pour eux, où ils avaient installé leur administration, etc. Et à Fort Bayard, qui s'appelle maintenant Xiashan, c'est un des quartiers de Zhanjiang, à Fort Bayard, il y a toujours une église. Toujours, hein. Toujours une église, et je me dirige vers l'église, je rentre dans l'église, dans le presbytère, et il y avait le prêtre qui était là. Un prêtre chinois, un prêtre chinois. Alors, quelques mots, il parlait quelques mots de français. Ouais. Et je lui demande, donc je me présente, je dis voilà, je m'appelle François Boucher. En français, bien sûr. Non, je crois que je lui avais parlé en chinois. Je crois que je lui avais parlé. Oui, je parle un peu chinois. Ça aide beaucoup. Hein. Oui, ça aide beaucoup. Énormément. Et donc je lui dis, je m'intéresse à l'histoire de la ville, tout ça. Est-ce qu'il y a encore des gens qui parlent français? Et il me dit oui, il y en a encore. Et il prend son téléphone et il passe un coup de fil en chinois. Il me dit quelqu'un va venir. Wow. Et là, je vois arriver 10 minutes plus tard un vieux monsieur. Il était déjà assez âgé à l'époque, mais très smart, beaucoup d'allure, les cheveux blancs, très mince, à bicyclette, très comme ça. Quelqu'un de très, on va dire, éduqué. Éduqué, voilà, tout à fait. Oui. Et il pose son vélo, et il vient à ma rencontre, et il me fait en français, je m'appelle Paul. Il a même un prénom français. Il a même un prénom français. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors j'étais complètement estomaqué. Je dis, quelle rencontre. Voilà, une rencontre extraordinaire. Si vous pouvez me faire visiter un peu la ville, je serais ravi. Et voilà, et on part, et il me fait visiter la ville. Et après, il m'emmène chez lui, je rencontre toute sa famille, et on est devenus amis, en fait. Et à chaque fois que j'allais là-bas, j'allais le voir. Donc, quand j'écrivais mon roman, je faisais des visites régulières, j'allais le voir. Il me racontait des histoires tout à fait extraordinaires. Donc lui avait été à l'école française, il y avait un lycée qui faisait toutes les classes d'ailleurs, du primaire jusqu'aux classes de collège. Oui. Et il a fait sa scolarité dans ce collège, et c'est pour ça qu'il continuait à parler français. C'est très intéressant. Et du coup, c'est vous qui avez écrit le scénario du film, n'est-ce pas? Ah ben oui, parce que le document, voilà, ça vient après votre roman. Voilà, exactement, voilà. Donc pour vous, c'était facile, non? Ben oui, c'était facile Le scénario, c'est une adaptation plus ou moins synthétique du roman. Alors oui, enfin, il y a pas dans mon roman, c'est un roman policier avec un meurtre. Policier. Voilà, donc il y a un meurtre, voilà. Donc dans le documentaire, non, il n'y a pas de meurtre. Mais effectivement, dans la mesure où ce roman puise dans l'histoire du territoire, et notamment dans ses aspects un peu sombres, mais qui sont aussi les plus romanesques, hein, l'opium, les casinos, les Japonais, j'ai repris l'histoire réelle, hein, beaucoup. Et dans le documentaire, j'ai fait un peu la même chose, effectivement, sauf qu'il n'y a pas de meurtre, parce que c'est pas un roman, c'est pas un film policier, c'est un documentaire. Mais pour vous dire, le documentaire, donc une ambition de départ très minime, hein, dans mon esprit ça aurait dû durer 5 minutes, pas plus, montrer les bâtiments, voilà. Et puis là aussi, si je peux raconter la première fois où j'ai commencé à tourner, c'était très rigolo. On adore les histoires. Bon d'accord, alors... les anecdotes donc croustillantes. Je commence à tourner dans l'autre quartier de Guangzhouan qui s'appelle Chekam, qui était à l'époque, un peu si vous voulez, c'était pas une opposition, mais une sorte il y avait la ville française, vraiment qu'on appelait Fort Bayard, la capitale que les Français avaient construite, et Chekam, qui était la ville traditionnelle chinoise, qui a beaucoup de charme. D'ailleurs, je trouve que c'est une ville très avec beaucoup de recoins, de choses un peu mystérieuses. Je trouve que c'est une ville très intéressante. Donc je commence à filmer à Chekam. Et je commence à filmer un bâtiment d'ailleurs dont je ne connaissais pas la destination à l'époque. Je ne savais pas
qu'est-ce qu'il était dans l'histoire du territoire. Mais un très beau bâtiment. Et j'avais aucune, pour dire, je dis les choses très franchement, j'avais aucune autorisation de filmer ni quoi que ce soit. J'avais une petite caméra, je la pose et puis je commence à filmer. Et tout à coup, je sens dans mon dos un monsieur qui regarde ce que je filme, comme ça, qui se penche sur ce que je filmais. Alors je me dis, je sais pas, je me dis c'est peut-être quelqu'un qui va me demander ce que je fais là, voilà, si j'ai une autorisation, qui me surveille, tout ça. Qui vous empêche de continuer. Voilà, peut-être, voilà. on ne sait pas. Et le monsieur, alors je me retourne, je lui fais bonjour, il me fait bonjour. Hein, en chinois, voilà, il me fait qu'est-ce que vous faites là? Alors bon, je dis, je me mens un peu, je suis touriste, voilà, je trouve la ville très jolie, ce bâtiment en particulier, voilà. Et le monsieur me fait... un peu pris de court. Voilà, voilà. Oui. Et le monsieur me fait, écoutez, vous tombez bien, parce que ce bâtiment, c'est l'ancien siège de la Banque de Chine au temps des Français. Et d'ailleurs, moi, je fais partie de la Société d'histoire de Guangzhouwan. Et on a une réunion de notre bureau, et si vous voulez, je vous invite et je vous présente tous mes amis. Ça a été la chance absolue pour le destin comme ça. En fait, vos deux rencontres extraordinaires, c'est grâce à votre visite. Oui. N'est-ce pas? Et voilà. d'où l'importance de se rendre... Ah, exactement, il faut se rendre sur place et il faut être ouvert à tout. Et aux rencontres notamment, et donc là, ce monsieur notamment... qui s'appelle Monsieur Liang, qui est un personnage aussi très, très amusant, m'a présenté donc tous ses amis qui sont des vieux messieurs, alors moins vieux que Paul, que Lireux, la génération en dessous, mais des vieux messieurs, et on va dire c'est des vieux messieurs qui sont à la retraite et qui s'intéressent à l'histoire de leur ville et qui ont monté cette société d'histoire, d'amateurs d'histoire, voilà. C'est une sorte d'association. Voilà, en fait, des passionnés, voilà. Vous avez eu beaucoup de chance. J'ai eu une chance énorme, oui. Donc il y a Monsieur Liang, il y a aussi Monsieur Roux. Monsieur Roux a carrément monté un petit musée privé qui s'appelle le Musée d'histoire populaire de Guangzhouwan, parce que son père, en fait, était antiquaire. Et lui-même est libraire. Son père était... Attendez, je me souviens plus. C'était son grand-père qui était libraire, je crois. Il avait ouvert la première librairie du territoire, du temps des Français. Son papa, à Monsieur Roux, était antiquaire et lui-même a repris le flambeau. Et donc il a plein d'objets liés à l'histoire du territoire et notamment à la présence française. Et dans son musée, c'est très étonnant. Il a des choses liées à l'opium, mais il a aussi des objets de la vie quotidienne, des cafetières. C'est un musée privé. C'est un musée privé, mais ouvert à tout le monde. Et que j'ai visité, c'est tout à fait étonnant. Et du coup, vous avez pu mettre tout ça dans votre film? Oui, tout ça, exactement. Voilà. En rapport avec votre film. Exactement, voilà, tout ça. Et j'ai interviewé tous ces messieurs. Ils m'ont fait rencontrer aussi d'autres personnes, notamment des orphelines. Il y avait un orphelinat du temps des Français qui était géré par des sœurs françaises, et j'ai pu rencontrer deux orphelines de l'orphelinat, qui étaient à l'époque des petites filles, hein, et qui maintenant sont des dames très âgées, mais qui ont aussi des souvenirs très, très émus de leur enfance dans cet orphelinat. J'ai retrouvé aussi, parlant de ça, une sœur française qui était à Guangzhouwan, qui s'occupait précisément de l'orphelinat, sœur Marie-Joseph, qui malheureusement elle aussi est décédée depuis il y a 2-3 ans. Vous l'avez rencontrée sur place? Alors je l'ai rencontrée en France, à Paris. Elle avait pris sa retraite depuis très longtemps. Comment l'avez-vous retrouvée? Alors je l'ai retrouvée en fouillant des archives. Je ne sais plus exactement où, c'était peut-être aux archives de l'Outre-mer ou ailleurs, je ne sais plus exactement. Mais je trouve à un moment la trace donc de la congrégation. Alors c'est une congrégation au nom très compliqué, les Sœurs salésiennes de Marie Immaculée. Et donc je retrouve les traces dans des documents, voilà, et je me dis, cette congrégation existe peut-être toujours. Je fais une recherche sur Google, voilà, et je tape, et effectivement, elles existent, elles sont toujours actives, et elles ont leur siège à Gentilly, en banlieue parisienne. Voilà, exactement, voilà, et je suis allé les voir. Donc d'abord j'appelle, je tombe sur la mère supérieure,
pareil, je raconte un peu la même histoire. Est-ce qu'il y a des sœurs dans votre congrégation qui étaient à Guangzhouwan à l'époque? Et la dame me dit, oui, il y a encore une sœur Quelle chance, encore qui est une encore fois. en vie, et si vous voulez, je vous la présente. Et donc je suis allé. Et c'est pareil, c'est un personnage extraordinaire. Hein. Et vous avez pu raconter ses souvenirs dans ce Oui, film oui, aussi. tout à fait, je l'ai interviewé. C'est pour Et... ça que finalement, c'est un film qui dure quand même une trentaine de minutes. n'est-ce Oui, pas? voilà, mais j'ai fait beaucoup de coupes hein, parce que j'ai de quoi, j'aurais dû pu faire un film beaucoup plus long, mais bon. Marie-Joseph, notamment, c'est une dame qui a des souvenirs fabuleux de cette époque, avec beaucoup de drôlerie en plus, avec beaucoup d'humour. C'est une femme, je pense, à poigne, hein, mais parce que la situation était évidemment très compliquée, hein, mais elle vous raconte ça avec beaucoup d'humour, beaucoup de recul, et voilà, il le faut, oui, c'est tout à fait, voilà. Elle a pu regagner la France Oui, c'est-à-dire, en 1945. alors, elle est restée plus tard, elle. Ah. Elle est restée en fait jusqu'en 1949, voire 50, je ne sais plus. Parce qu'elle est restée après que donc le Kuomintang est parti, en 1949. Voilà. Et donc, c'est les communistes qui sont arrivés. Et elle a pu rester. Alors, c'est peut-être un peu délicat de raconter ça. Bon, elle est restée. Elle a regagné la France. Voilà, elle a regagné la France. Voilà. Est-ce que vous avez pu montrer ce film à ces témoins, à toutes ces personnes que vous avez rencontrées? Oui, tout à fait, tout à fait. Tous les gens qui parlent dans le film l'ont vu, évidemment. Et beaucoup de gens à Zhanjiang l'ont vu. Je dois dire que j'ai eu un accueil. Je le disais au tout début, quand le monsieur était dans mon dos, là, que je craignais d'être un peu surveillé ou quoi que ce soit. Voilà. En fait, non, j'ai eu un accueil extraordinaire, y compris des autorités de Zhanjiang. J'ai été reçu après par des gens de la mairie, par des gens de l'université. Les gens d'art chinois. Oui, mais ce qui m'a étonné, ça m'a pas étonné, mais c'est vrai que c'était un sujet un peu sensible, une ancienne colonie française. Ouais. Bon, je ne savais pas quelle est la sensibilité des gens maintenant à ce thème. Mais en fait, j'ai eu un accueil formidable parce que, comment vous dire, la municipalité de Zhanjiang, les gens de Zhanjiang maintenant s'intéressent beaucoup à leur histoire, y compris à ce passé français. Bon, ça fait partie de l'histoire. Moi, évidemment, si vous me posez les questions, je dirais, les Français ont commis une faute. C'est pas bien d'aller voler la terre des autres. Hein, en règle générale, enfin, c'est pas en règle générale, par principe, c'était une faute politique. Mais bon, ça fait partie de l'histoire de nos deux pays. Et je pense qu'il ne faut non pas occulter cette histoire, mais au contraire s'en servir pour bâtir des choses plus positives. C'est la bonne voilà. attitude d'ailleurs. Et donc, à mon avis, c'est une bonne... comment dire, ça peut servir à construire une relation nouvelle, je ne sais pas, des échanges universitaires, des échanges économiques, des échanges culturels. Et je pense que la municipalité de Zhanjiang et les gens de Zhanjiang sont dans cet état d'esprit. Et c'est pour ça que j'ai eu un accueil formidable. Parfois, c'était même trop formidable, pour vous dire. Parce que je n'arrivais pas à faire mon film. J'étais tout le temps invité à manger avec un tel. Alors c'était amusant parce que parfois je ne disais pas que je venais. Pour pouvoir avoir un peu de temps. Oui, pour avoir. Voilà, pour pouvoir filmer tranquillement, parce que sinon, c'était. Dès que les gens me voyaient dans la rue, viens manger avec nous. Oui, c'était. Oui, non, c'était extraordinaire. J'ai des souvenirs tout à fait. Vous avez mis combien de temps à le réaliser, ce film? J'ai dû mettre. Alors, je faisais pas ça à temps plein. J'allais un peu. Quand j'avais un peu de temps devant moi, j'ai dû mettre 2 ans peut-être. 2 ans, peut-être, à peu près. Je ne me rends pas bien compte. En étant sur place tout le temps? Alors j'étais à Shenzhen, donc je faisais des sauts de puce. Voilà, quand j'avais 3-4 jours devant moi, j'allais à Zhanjiang, je filmais, voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'est vous qui avez fait le montage? Oui, j'ai tout fait. J'ai fait le montage, c'est moi qui filmais, qui avait les interviews. Alors, voilà, c'était une expérience tout à fait. Est-ce qu'il existe une version chinoise?
Je vais dire. Alors, il y a une version sous-titrée. Alors, j'ai fait. La version que nous avons vue, hein, c'est en français. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais j'ai une version avec sous-titres en chinois. J'ai pas fait une version avec voix commentaire en chinois. J'avais pas les moyens de le faire. Mais j'ai une version avec des sous-titres en chinois. Ouais. Oui, effectivement, c'est peut-être la version que j'aurais dû vous transmettre. La réalisation du film. Oui, alors ça m'a pas coûté très cher en fait. Hein, Et est-ce que le gouvernement français, les membres du gouvernement français de l'époque ont vu ce film? Vous pourriez vous auriez oui, alors les gens du consulat l'ont vu, et notamment le consul qui était en place quand il est sorti, qui s'appelle M. Furneaux. Je lui rends hommage d'ailleurs parce que c'est un monsieur tout à fait... En fait, je dois remercier deux consuls, si vous me permettez. Il y a d'abord le consul de France qui m'a le premier parlé de ce territoire, qui s'appelle M. Lavezzari. Donc c'était le consul dans les années 2004-2005, je pense, à Canton, qui le premier m'en a parlé. J'avoue que moi, avant qu'il m'en parle, j'avais jamais entendu parler de Guangzhouwan. On en parle très peu. On en parle très peu, toujours, tout à fait, on en parle très peu. On parle beaucoup plus du sac du palais d'été, n'est-ce pas? Exactement, tout à fait. Oui, non, c'est quelque chose d'oublié, en tout cas chez les Français. Mais donc ce monsieur Lavezzari, le premier à m'en avoir parlé, d'ailleurs sur un mode un peu moqueur. Je me souviens, j'étais dans son bureau, il me fait: est-ce que vous avez déjà entendu parler de Fort Bayard, la capitale? Et moi, j'ai compris Fort Boyard, vous savez, l'émission télévision. Voilà. Donc je lui dis: pourquoi vous me parlez de Fort Boyard? Puis non, moi c'est Fort Bayard, et donc il a développé, il m'a expliqué que c'était ce territoire. Voilà. C'est totalement différent. Voilà, et donc il m'a dit: c'est dans le sud de la Chine, ça a été français pendant un certain nombre d'années, allez-y, ça va vous intéresser. Effectivement, donc c'est lui qui m'a un peu mis le pied à l'étrier pour m'intéresser à cette histoire. Et l'autre consul, donc c'est M. Furneaux, qui était donc consul quand mon film est sorti, et il l'a vu et il a été absolument emballé, et il est venu d'ailleurs sur place plusieurs fois après. Après, il est venu une première fois, alors de mémoire c'était en 2015, à un moment où il y a eu une visite d'un navire militaire français, visite de courtoisie, dans le port de Zhanjiang. Et M. Furneaux a eu une initiative vraiment tout à fait sympathique. Il m'a dit: toutes les personnes qui sont interviewées dans votre film, on va les inviter sur le bateau. Donc il y a eu Paul, évidemment, Lire, mais toutes les autres personnes, M. Roux, M. Liang, etc., ont été invités sur le... Oui, ça a été... Alors malheureusement, moi j'avais autre chose à faire, donc j'étais pas à cette soirée sur le navire français, mais j'ai eu des échos, et notamment Paul Lire, qui parlait français, a été, on peut dire, la vedette de la soirée. Tout le monde se l'arrachait pour lui arracher ses souvenirs, pour lui faire parler de ses souvenirs. Et je sais que le capitaine du navire lui a remis après la médaille, je ne sais pas, ils ont des médailles qu'ils peuvent donner comme ça aux personnalités qu'ils rencontrent comme ça. Grâce à votre film. Oui, voilà, c'était un enchaînement comme ça. J'ai pas de... C'est grâce à Paul qui était M. Lirot, qui est un personnage vraiment extraordinaire. Est-ce que vous êtes le premier Français à avoir écrit un roman, puis avoir réalisé un film sur le sujet? Alors non, un roman, oui peut-être, mais il y a eu des écrits sur Guangzhouwan par le passé. Il y a eu un écrit notamment d'un monsieur qui s'appelait René Van Lande, qui était un fonctionnaire français, fonctionnaire colonial on va dire, qui de mémoire s'occupait de la poste à Guangzhouwan. C'était le chef de la poste. Yoju. Voilà, et il a écrit un récit, alors c'est plus un récit, un essai documentaire, dans lequel il évoque les différentes fonctions qu'il a eues en Chine, et notamment donc, son passage à Guangzhouwan, et il évoque notamment
C'était un monsieur qui était en poste au début du XXe siècle, dans les années 10 et 20, et il évoque notamment la révolution chinoise, la première révolution chinoise de 1911, vue de Guangzhou, vue du territoire. Parce qu'il y avait des révolutionnaires aussi qui notamment trouvaient refuge à Guangzhou pour échapper aux foudres de... Ça pourrait faire l'objet de votre deuxième film. Peut-être, oui, peut-être, pourquoi pas, oui.